tous, bienvenue dans Arrêt au Stand sur Télé Grenoble pour ce nouveau numéro. Nous avons décidé de poser nos caméras et notre plateau à Chattes en Isère à l'occasion du 16e rallye de la loi de Grenoble, une édition spéciale. Nous ne manquerons pas de revenir justement dessus dans cette émission. Comme toujours, à ma gauche, Monsieur Yves Lemaître, consultant sport automobile de la chaîne. Comment ça va ? Ça va super bien, salut à tous, salut Mathias, salut Manu. Voilà. On est en pleine forme aujourd'hui sous cette météo venteuse du secteur de Saint-Marcellin. Allez, et à ma droite, il est originaire de la région montpelliéraine mais a fait le déplacement pour nous, c'est assez important de le souligner. Emmanuel Guégaud est notre invité. Bonjour Emmanuel. Bonjour, Est-ce bonjour qu'on à peut tous. on peut vous appeler Manu. Bien sûr. Bon, tout va bien ? Tout va bien, oui. Je suis arrivé en direct de Montpellier, du rallye des Cévennes, où c'est un petit peu plus vieux qu'ici. Ça devrait Ici, pas vous avez un tarder peu à de chance, arriver. mais ça va pas tarder à arriver à mon avis. Allez, pour ceux qui ne connaîtraient pas Manu, Yves, est-ce que tu peux rapidement nous dire quelques mots ? D'abord, c'est impossible de ne pas le connaître, Déjà. parce que Manu Guigou, c'est un pilote de renommée nationale et internationale. Forcément, on l'associe un peu directement depuis de très nombreuses années à la marque Renault. Et récemment, forcément Alpine, puisque la branche sportive de Renault a basculé chez Alpine. Mais c'est une carrière phénoménale sur laquelle on va revenir, quoi. Exactement, on ne manquera pas de revenir dessus, vous l'aurez compris. Manu Guigou, il a plusieurs casquettes, ou plutôt casques, si je peux dire. On va essayer de prendre les choses dans l'ordre. Alors tout d'abord, dès le milieu des années 90, vous me coupez si je me trompe, Manu. Vous vous lancez dans les rallyes régionaux, dans votre région sud. Pourquoi déjà cette envie ? Alors, dans les années 90, j'étais copilote. J'ai commencé, j'étais étudiant, et puis j'ai toujours eu envie de faire du sport automobile, et notamment du rallye. Donc, n'ayant pas trop de budget, j'ai pris la place de copilote pour apprendre, on va dire, le métier. Et j'ai basculé ensuite au volant en 98 avec une petite voiture. Et puis, petit à petit, avec un peu de budget, un peu des résultats, on a grandi à la fois au niveau régional et au niveau national, jusqu'à gagner une formule de promotion. Et par la suite, donc, on a accédé. J'ai débuté ma carrière chez Renault en 2003. On reviendra un petit peu plus tard là-dessus. Qu'est-ce que ça apporte d'avoir commencé avec l'autre casquette, celle de copilote ? Ça donne aussi des éléments qu'on n'a pas forcément si on débute tout de suite en pilotage ? En fait, ça permet d'être dans... Pour suivre le rallye, il n'y a pas 36 solutions. Ou on est mécano, ou on est pilote, ou on est, on va dire, dans la voiture, ou alors on est spectateur. Et j'ai trouvé que le mieux pour apprendre, puisque mon désir premier, c'était quand même d'être au volant, c'est d'être copilote, de voir un petit peu comment il fallait faire, de voir pour les choix de pneus, les choix, le système de notes, voir un petit peu l'environnement. J'ai trouvé que c'était le plus intéressant et le plus adéquat. Donc derrière, vous êtes passé à de la formule de promotion. C'était chez Peugeot d'abord, c'est ça ? Oui, d'abord chez Peugeot. On a gagné une Coupe 106 en 99. Et alors dans les années 2000, derrière, c'est le championnat de France des rallyes qui vous tend les bras. Et là, à ce moment-là, c'est Renault qui vous fait les yeux doux. Alors en fait, on a fait une saison en 2003 qui était relativement importante avec une Clio Super 1600. On était pilote privé et par moment, on était devant les voitures officielles. C'est ce qui a déclenché, on va dire, le partenariat avec Renault, avec un soutien depuis ces années-là, on va dire, avec plus ou moins de proximité. Et avec toute une gamme de Renault, de la Clio 2, de la Clio 3, de la Mégane, de la Twingo, voilà, jusqu'à aujourd'hui l'Alpine. Je reviens une seconde sur le 99, c'était pas l'année de Sébastien Loeb, ça ? Sébastien Loeb, il était en 99, je crois qu'il roulait en Saxo Kit-Car. C'était l'année d'avant où il était en 106, je crois, chez Peugeot. Oui, peut-être l'année d'avant, c'est possible. Tu as dû le rater d'une année, non ? Voilà, l'année d'avant, c'est Cédric Robert qui avait gagné. Tout à fait, Voilà. tout à fait. De mémoire, il me semblait que c'était dans les années 98-99 C'est par qu'il là. était en formule de Vous promotion. avez donc dû vous croiser sur quelques meetings. Et donc on le disait, jusqu'à un titre de champion de France en 2003, c'est ça, avec cette Clio Super 1600 dont Oui, un titre promotion, voilà, effectivement. vous faisiez référence. Qu'est-ce que ça fait d'atteindre ces objectifs aussi rapidement ? Vous disiez que vous avez débuté en 98, il me semble. C'est assez rapide, quoi. Alors c'est assez rapide, après c'est une question d'opportunité. J'ai eu la chance d'avoir une bonne voiture, d'avoir aussi un bon préparateur et surtout des partenaires, parce que sans budget, C'est le nerf de la guerre. on fait pas grand-chose dans les sports mécaniques. Et puis j'avais vraiment une saison pour essayer de montrer ce que je pouvais faire. On a attiré au mieux la quintessence de cette auto-là, et jusqu'à un titre de champion de France en 2003, le premier titre. Il faut des prédispositions quand même un petit peu parce que là, vous nous donnez des éléments. Effectivement, il faut un budget, il faut une équipe, mais il faut quand même un peu des prédispositions, j'imagine. Effectivement, il faut
Il faut des prédispositions. Alors, je ne sais pas tout. L'important en priorité quand on est pilote, c'est de se faire plaisir. Parce que, et après, on peut se faire plaisir de différentes solutions, soit en participant, soit en essayant de briguer la victoire. Mhm. Je dirais que ça dépend un petit peu de chacun, des motivations et des ambitions de chacun. Mais c'est vrai que moi, je fais de la course auto beaucoup pour gagner aussi. Mathias, on en a oublié quand même quelque chose de très important. C'est son génial coup de volant, extraordinaire coup de volant. Voilà. Parce que moi, à cette époque-là, je la connais très très bien. Hein, parce que tu n'as pas connu la R5 GT Turbo avant la Clio. Non, je l'ai pas connu. Ouais. Mais je peux vraiment vous dire qu'à cette époque-là, en formule de promotion, pardon, il y a du très très haut niveau. Et Manu étant très humble, il a oublié de dire qu'il était très très rapidement dans le coup et en haut du classement. Et encore aujourd'hui, on peut le dire quand même, les formules monotypes de promotion sont des très très bonnes écoles. Même si nous on fait un peu partie des anciens maintenant, mais c'est vraiment les formules qui permettent de s'étalonner. Et Manu était tout de suite dans le coup, en haut du classement, dans ces formules-là. C'est vrai que j'ai eu la chance de gagner pour la première année en formule de promotion, la victoire du championnat en 106 dès la première année. Et c'est vrai, gagner une formule de promotion dès la première année, c'est rare. Voilà. Bon, en tout cas, c'est à cette époque que vous avez pris le goût de la victoire. Et c'est à ce moment-là, vous l'avez dit aussi, que Renault a décidé de faire de vous un pilote officiel, plus ou moins. On va dire qu'en 2004, j'ai eu la chance de remplacer par moment Simon Jean-Joseph ou Nicolas Bernardi en fonction de leur indisponibilité. Et donc, j'ai eu la chance de rouler avec une voiture officielle, avec la Clio Super 1600 sur certaines manches. Et c'est vrai que c'était le début d'une belle histoire avec on va dire, tout le staff Renault Sport à l'époque. Qui m'ont fait confiance pour du développement en compétition, en fait, des voitures de compétition, pour différents programmes où on a en 2004 récupéré un titre de constructeur en Belgique pour Renault. On a marqué quelques points importants. Donc voilà, c'était des one-shots, mais ça permet de tisser des liens et d'avancer dans une vraie bonne relation. Vous avez justement inscrit à cette époque sur votre palmarès quelques belles lignes, vous l'avez dit, champion de Belgique constructeur en 2004, vice-champion de France des rallyes sur terre en catégorie 2 roues motrices en 2005, 2 fois champion de France des rallyes sur terre en catégorie 2 roues motrices avec une Clio 3. La liste elle est très longue, hein, on ne va pas pouvoir justement toutes les dire. Qu'est-ce que vous retenez de ces expériences ? On va dire jusqu'en 2011, vous verrez pourquoi. Alors, on va dire jusqu'en 2011, ce sont essentiellement des aventures humaines puisque j'ai croisé différents préparateurs. J'ai eu de nombreux soutiens de différents partenaires qui sont toujours à mes côtés pour certains. Et c'est vrai que ce que j'ai eu comme ligne conductrice, on va dire, c'est de travailler avec un constructeur, en l'occurrence Renault, à différents niveaux, à la fois en tant que sportif pour gagner des courses, mais aussi au niveau de la communication, au niveau du marketing, faire la promotion des produits de série, avec les lancements des Mégane RS en 2010, avec un ensemble, je dirais que c'était... je ne souhaitais pas être uniquement que pilote et gagner des courses. J'ai voulu faire un ensemble d'opérations avec ce constructeur et j'avais un modèle et j'ai toujours un modèle, on va dire, qui est en la personne de Jean Ragnotti. Je pense que c'est quelqu'un de très humble, qui a un super palmarès, qui est d'une gentillesse, tout le monde le connaît. Et c'est vrai que ça a été, on va dire, c'est un modèle. C'était ma question suivante. Quelle est votre relation avec Renault ? Vous la qualifieriez de fusionnelle presque avec votre constructeur fétiche ? C'est une relation qui dure. Donc déjà, on va dire que j'apporte beaucoup d'importance à la fidélité. C'est une relation qui permet, il y a une chose aussi, c'est que les voitures qui m'ont été confiées, les voitures avec lesquelles j'ai roulé, quelle que soit la catégorie, m'ont permis de gagner des courses. Et en tant que pilote, moi c'est ma priorité, gagner des courses. Donc je pense que là, j'ai eu la chance de pouvoir piloter des voitures qui gagnent, des voitures avec des super châssis, des voitures agiles, des voitures performantes. Et je pense que même si ce n'était qu'une 2 roues motrices, par moment, comme tu le disais en 2008, il y a une quarantaine de 4 roues motrices au départ du championnat. On est en tête par moment du championnat, toutes catégories confondues, avec une 2 roues motrices. On fait même le meilleur temps scratch dans la première spéciale. Et pourtant, il y avait des WRC avec notamment Johan Bonato qui roulait en WRC. Donc, non, je pense que c'est une aventure humaine depuis quelques années et j'en suis vraiment très content. Bon, c'est vraiment pas mal parce que je trouve que dans ce qu'a dit Manu, tout est un peu résumé. Mais on sait que Renault, le programme phare depuis toujours, c'est quand même la F1.
avec le transfert chez Alpine. On sait que Manu est un pilote fidèle à sa marque. Donc Renault sur la branche rallye et notamment la branche Renault Sport qui existe depuis de nombreuses années, une fois encore qui a basculé sur Alpine récemment. C'était des 2 roues motrices, c'était des tractions, c'était des Clio, c'était des Mégane, enfin c'était toute la gamme Renault Sport. Est-ce qu'à un moment, Manu sur une WRC quand même, ça nous manque un peu parce qu'il faut juste se dire que c'est un vrai pilote de top niveau Manu et est-ce qu'il ne va pas nous manquer quand même un petit passage sur une R5 ou une WRC un de ces jours? Alors, c'est vrai que rouler avec une 4 roues motrices, c'est vrai que c'est toujours intéressant en tant que pilote de toujours progresser avec une voiture qui est peut-être supérieure en motricité et peut-être en performance. Maintenant, aujourd'hui, j'ai trouvé que rouler avec des véhicules performants de la gamme Renault, et Renault Sport et aujourd'hui Alpine, moi, je ne voulais pas faire de moi qu'un pilote. Je voulais aussi faire un ambassadeur où je voulais mutualiser un ensemble de compétences avec un constructeur et en faire un métier. Et aujourd'hui, je suis pleinement satisfait là-dessus. Ce qui est vraiment génial, vraiment on te félicite quand même sur cette fidélité à la marque. D'ailleurs, tu l'as dit tout à l'heure, tout seul, mais moi j'avais envie de t'appeler le petit Jean Ragnotti quand même, son fils spirituel. Donc il va falloir reprendre un peu le frein à main quand même, parce que en termes d'épingles et de frein à main, il faudrait quand même que tu reprennes le flambeau. Oui, parce que c'est un fervent supporter du frein à main de la manette entre les 2 sièges. Après, pour revenir à ce que tu disais, j'ai aujourd'hui la chance de rouler donc en Alpine. Et cette voiture-là, elle me permet de passer un step en termes de performance, puisqu'aujourd'hui, cette auto-là, qui n'est qu'une 2 roues motrices, mais de par son agilité, de par ses qualités intrinsèques par rapport à ce qu'on a pu voir sur le véhicule de série, me permet de jouer avec les 4 roues motrices, voire de les devancer. On l'a vu l'année dernière au Rallye du Mont-Blanc, première épreuve spéciale que je fais. Sans la voiture, je ne l'aurais jamais fait. On fait le temps scratch devant les 4 roues motrices. Donc, certes, devant pour quelques secondes, mais honnêtement, c'est une auto qui est vraiment fantastique, avec laquelle je m'éclate au volant. Et je fais ça donc depuis 2 ans. Et franchement, Oui, mais tu vas garder un profil Panizzi, Ragnotti, typé asphalte. On sait que tu es allé rouler un peu sur la terre en Nouvelle-Calédonie. Je crois que Mathias va y revenir. Mais un peu de terre, ça te manque pas? Alors, je me suis préparé à la terre très rapidement, puisqu'en 2002, j'ai consacré une année complète à la terre pour vraiment me formater et apprendre aussi bien la terre que l'asphalte. Chose que j'étais obligé de le faire, puisque je savais qu'en 2003, je faisais justement un championnat mixte. Donc, c'était très important de rouler sur la terre. Un pilote, pour moi, c'est à la fois de la terre et de l'asphalte. On ne peut pas faire rouler l'un ou l'autre. Et puis après, j'ai enchaîné 2006, 2007, 2008 sur la terre, ce qui m'a fait d'ailleurs progresser sur l'asphalte. Et d'ailleurs, je peux le conseiller à tous les pilotes asphalte d'aller faire de la terre. Vous allez progresser. Vous allez vraiment progresser. Avant de reprendre le fil de votre carrière, moi je voulais revenir sur ce rôle de pilote officiel qu'on a compris, qui est très global pour vous. Peut-être que vous pouvez un peu l'expliquer à nos téléspectateurs qui nous regardent. Ça signifie quoi au quotidien ? Au quotidien, ça peut être, par exemple, sur différentes opérations. Il y a quelques années, il y avait des meetings qui s'appelaient les World Series. Donc j'ai eu la chance de rouler avec tous les véhicules du patrimoine Renault. Excepté la F1 qui était réservée par exemple à René Arnoux ou Patrick Tambay. Mais j'ai roulé avec le Proto du Mans qui a gagné en 78. J'ai roulé avec des Clio ex-Ragnotti, R11 ex-Ragnotti, la 5 Turbo, la Maxi 5, la Tour de Corse. Enfin, tous les véhicules de patrimoine Renault, j'ai pu rouler, y compris des monoplaces, avec laquelle, je crois, d'ailleurs René Arnoux en 72 avait été champion de France. Je crois que c'est la MK72. Donc il y a eu toute cette palette-là, avec toute l'équipe de Renault Classique. J'ai fait plusieurs fois le Monte Carlo historique aussi, 3 fois en 5 Alpine Groupe 2, une fois en 4L. Mais c'était vraiment de super expériences avec toute l'équipe. Ça m'arrive de travailler avec les concessions et le réseau Renault et Alpine aujourd'hui. Ça m'arrive de faire des présentations presse, donc presse internationale, comme on a pu le faire en Espagne avec le lancement de la Mégane 3 RS, ou la version Trophy, enfin toutes les versions qu'il y a eu. J'ai eu la chance aussi de faire une très belle OP avec
la patrouille de France. J'ai eu Tout la à chance fait. de monter dans l'Alpha Jet, donc ça, c'était franchement, Ça devait être quelque chose d'incroyable. c'est quelque chose de vraiment incroyable. En 2011. Hein. En 2011, voilà, il y a quelques années, où on a fait un échange de passion avec les pilotes de la patrouille qui sont montés après dans la Mégane. Et c'est vrai que ça, c'est des super souvenirs. Et pouvoir travailler autre que sur l'aspect sportif que de gagner des courses, je trouve que ça, c'est important à la fois pour le réseau, à la fois pour le constructeur, mais à la fois pour les spectateurs et possesseurs de la marque Renault Sport et Alpine aujourd'hui. Et de la mise au point de voiture aussi. De la mise au point de voiture. La mise au point de voiture, oui, parce que la mise au point de voiture, j'y étais encore cette semaine pendant 2 jours pour développer et continuer à travailler sur l'Alpine A110 RGT. Celle qui vient de passer là, à l'instant. Voilà, celle qui vient de passer là, effectivement. Donc tout ça, c'est vraiment passionnant. On a travaillé en l'occurrence avec l'équipe de Signatech qui a lancé justement les produits sportifs de la gamme Alpine, avec la Cup, la GT4 et la RGT avec laquelle je roule. Donc c'est vraiment passionnant, c'est une vie de passion. On va reprendre le fil de votre carrière. Il y a une époque que je voulais aborder avec vous. Je pense que le plus simple, c'est de regarder ces images et qu'on a dénichées. C'est des images amateurs qu'on a dénichées sur Internet et on en parle tout de suite après. Donc il est déjà là. Bah oui Manu, vous l'avez reconnu, hein, nous sommes en 2012 sur les routes de Nouvelle-Calédonie. Qu'est-ce que c'est que cette aventure ? Alors c'est une aventure assez particulière puisque en fait Philippe Blanche, qui est un néo-calédonien, a racheté ma voiture en 2010, la Clio R3. On s'est rencontrés sur un stage de pilotage. Je lui ai dispensé quelques cours de pilotage avec cette auto. Et il m'a dit Manu, je vais te faire venir en Nouvelle-Calédonie. Donc j'y suis allé une fois, on a gagné en 2 roues motrices sur une manche à PRC à l'époque. Et puis ça s'est tellement bien passé avec le groupe Jando, qui est un groupe automobile qui distribue la marque Renault là-bas et Dacia. J'y suis allé 3 années d'affilée, 3 fois 2013, 2014 et 2015. On a été 3 fois champion d'Euromotrice, 3 fois champion pilote et 3 fois champion constructeur. Donc une super aventure. J'ai une équipe de copains qui a 27 000 km là-bas, mais on s'écrit régulièrement d'ailleurs. J'ai hâte peut-être un jour d'y retourner, mais ça a été une aventure fantastique. Est-ce que c'était... Tu voulais dire un mot Yves ? Non, c'était sur la Terre là, à cette époque. C'était sur la Terre, ouais. C'était sur la Terre. On a eu l'équipe s'occuper de la voiture là-bas. C'était chaque fois c'était vraiment un safari parce que les routes sont vraiment difficiles pour les voitures, difficiles pour les mécaniques. Et on a eu, pour ainsi dire, jamais d'abandon. On a marqué des points tout le temps. On s'est battu contre les 4 roues motrices sur la Terre. Vraiment un super souvenir. Et sur cette période-là, tu t'es installé là-bas? Non, je faisais les allers-retours. Tu faisais les allers-retours, d'accord. En 3-4 ans, j'y suis allé 13 fois. Donc c'est un petit périple, puisque il faut un peu de temps pour aller jusque là-bas. Et on passe par le Japon ou par... Voilà. Et après, donc, on a bien noté quand même cette fidélité à la marque Renault. Mais est-ce que tu avais un contrat professionnel? À cette période-là, où j'avais un contrat d'ambassadeur pour Renault Sport depuis quelques années et pendant quelques années. Donc, et puis j'ai eu, ça a été soit des opérations à la pige aussi, en fonction on va dire, des opportunités, des lancements produits, des programmes sportifs et autres. Voilà. Alors ce qui nous emmène à votre actualité d'aujourd'hui, vous êtes ambassadeur Alpine, toujours dans la grande famille Renault d'une certaine manière. Expliquez-nous votre rôle. Alors, avant toute chose, il est sportif puisque j'ai la chance de rouler, comme je l'ai précisé il y a quelques temps, avec l'Alpine A110 RGT, avec la priorité de gagner des courses. Et c'est une auto qui est vraiment fantastique parce que en tant que pilote, pouvoir gagner une catégorie, c'est bien, mais pour pouvoir gagner au scratch, c'est encore mieux.
Donc là, on se bat vraiment avec les 4 roues motrices. On est par moment devant. On a signé il y a quelques semaines une victoire internationale, la première de l'Alpine à 110 RGT en Slovénie. C'était le rallye Nova Gorica. Et cette année, on a fait le championnat, la Coupe RGT, ce qu'ils appellent. Donc à travers, avec le Monte-Carlo, avec des épreuves en Italie, en Espagne, comme il y a 15 jours, le rallye de Catalogne. Et on a gagné donc 3 manches sur 5 cette année, une 2e place. Donc on a fait plutôt de bons résultats pour Alpine. Et puis au niveau de mes fonctions, on va dire, c'est de la proximité avec le réseau, comme la semaine dernière, où j'ai rencontré d'ailleurs Yves sur le circuit de la Bresse pour Alpine Grenoble, et d'autres opérations à venir, comme l'ouverture prochainement du rallye des Monts et Coteaux, ou un passage samedi prochain sur le salon équipe auto, où je serai sur le stand avec Alpine Villefranche. Toi, qui Yves, est un de mes partenaires. c'est une marque que tu connais bien, Alpine. Qu'est-ce que ça apporte qu'un pilote de renommée comme Manu soit présent sur ce genre d'événement? Qu'est-ce que ça apporte? Bah, c'est un vrai rôle, hein, parce que Manu, il a tissé ça pendant des années. Pour revenir au pilotage, passer à la propulsion, ça a été globalement. Hein. Oui, bon, je me suis un peu entraîné quand même. Je suis plutôt quelqu'un qui travaille un petit peu, donc dans l'ombre. Le travers du Ragnotti, là, c'est bon, ça va bien avec l'Alpine. Oui. Jeannot est passé de la propulsion à la traction, j'ai fait l'inverse. Donc c'est ça, ouais. Donc on a l'occasion de se croiser avec Manu sur les opérations alpines, hein, notamment récemment sur le centre alpine de Grenoble, où on a fait une journée de baptême pour les clients. Puis tout un tas d'autres opérations qui décrit. Moi je trouve ça vraiment super parce que dans le rôle de Manu, il y a vraiment ce rôle d'ambassadeur, je crois que c'est le bon terme, hein. C'est le bon terme de la marque. Et avec toutes ses fonctions sur des salons, sur de la mise au point de voitures de course, enfin on parle bien de la branche sportive. Hein. Bien sûr. Le passage de Renault à Alpine, il s'est fait assez naturellement. On sait que c'est la grande famille, c'est la même famille. Alors il s'est fait complètement naturellement, puisque je roulais depuis quelques années sur la Clio 4 R3T. Et en 2018, il y a eu ce projet-là qui est arrivé avec l'Alpine A110 RGT de fabriquer une voiture pour le rallye sur la base d'une Alpine de série. J'ai trouvé ça vraiment fantastique parce que la marque Alpine, c'est quand même une marque emblématique. Même si quand les voitures gagnaient, j'étais pas forcément né, mais Alpine, c'est quand même mythique, vraiment. C'est un constructeur français, c'est un constructeur de voitures de sport. Donc, pouvoir rouler en tant que passionné sur une Alpine en compétition, honnêtement, il n'y a pas mieux. On en veut encore? On en veut encore aujourd'hui? Oui, on en veut encore, puisque aujourd'hui, ma carrière chez Alpine est loin d'être terminée. Elle n'est qu'au début. Prémisse. On a eu en 2020 une année difficile avec le Covid, donc on a fait très peu de courses, on n'a fait que 3 courses. Cette année, en 2021, a été un petit peu plus fournie, même au niveau international. Donc on va voir ce que 2022 va nous réserver. Mais très content de rouler avec cette marque. C'est un mythe que de rouler avec cette marque. J'ai une dernière petite question. Tu avais une question, Yves, avant de clôturer? Ce que je voulais préciser, c'est que le Renault qui passe à Alpine, on retrouve quand même des racines de rallye, parce que Manu, c'est avant tout un pilote de rallye, hein, sur la branche rallye, même si on sait que Renault est très présent sur la branche circuit, avec la F1 forcément, maintenant en Alpine, et toutes les disciplines derrière, les coupes Clio autres. On t'a vu faire une pige aussi en Alpine Cup, hein, sur le circuit. Oui, j'en ai fait 2. C'était une première pour le coup? C'était une première, j'avais déjà roulé en Clio Cup. Mais c'était effectivement une première, c'était au circuit Paul Ricard au Nürburgring, où je partageais le volant du regretté Stéphane Proux, où lui c'était ses premières courses et donc je l'aidais à prendre en main la voiture et à partager ce volant, et ça a été vraiment encore une fois une histoire humaine, une aventure humaine, et je le remercie. Ouais, parce qu'en termes de performance, l'Alpine RGT qui est quand même pour le coup historiquement la petite sœur de l'Alpine historique des rallyes, ça permet à Manu de pouvoir avoir des performances encore meilleures en haut du classement par rapport à une Clio ou une Mégane, quoi.
J'ai une dernière petite question pour vous, Manu, avant de vous laisser. Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez faire encore ou que vous auriez aimé faire, disons, hein, parce que les conditions ne se sont peut-être pas présentées. On sait que voilà, peut-être un peu de circuit ou de la monoplace. Non, aujourd'hui, on va dire que la carrière que j'ai aujourd'hui derrière moi, vraiment a rempli ma vie de pilote. Elle n'est pas terminée. Pouvoir rouler avec une Alpine encore en 2022, vraiment, j'en serais vraiment très très content. Et toutes les activités que je fais pour Alpine dans les semaines et mois à venir, franchement, remplit ma carrière de pilote. Après, peut-être, j'aimerais peut-être rouler, essayer tout au moins un proto du Mans. Ça, je dois dire que c'est vrai c'est quelque chose qui me plairait. L'appel est lancé. Oui, bon, la marche est quand même assez haute, mais en tout cas, ça fait partie des choses que j'aimerais essayer. Voilà. Super. Bon, on va remercier Manu Guigou d'avoir été avec nous aujourd'hui, d'avoir accepté notre invitation et d'avoir fait la route. Surtout, il faut bien à nouveau merci le à souligner. Arrêt au stand. Exactement, merci beaucoup. Nous, on va vous faire une petite pause dans cette émission avec notre rubrique Essai libre. Alors Yves, ce mois-ci, qu'est-ce que tu nous proposes ? Eh ben, on a essayé la toute dernière Hyundai Ioniq 5. Une berline, ça change un peu des SUV, ça fait du bien. Mais on s'aperçoit que dans les voitures 100% électriques, Hyundai est vraiment de plus en plus à la pointe de ce qui se fait. C'est vraiment une voiture très plaisante à essayer. Eh ben, allez, on regarde et puis on débriefe après. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Essai libre dans Arrêt au stand où nous allons essayer aujourd'hui pas un SUV comme c'est la mode mais une vraie voiture. La toute nouvelle Hyundai Ioniq 5, une voiture ultra moderne dans son design, dans son concept. Voilà parti sur les hauteurs de Champagné pour tester cette dernière année de la marque Hyundai. En route, c'est parti! Dans la nouvelle génération des voitures électriques, c'est vraiment un très très bon modèle qu'a conçu Hyundai avec cette Ioniq 5. La première sensation, c'est vraiment très très agréable au volant de cette voiture. Elle a une conduite vraiment paisible, elle est très silencieuse, elle est plutôt très bien suspendue. Ça fait vraiment plaisir de rouler au volant d'une berline, ça change un petit peu de ces SUV et vraiment un confort qui est exceptionnel. J'ai senti une amélioration sur les premiers modèles électriques en termes de confort. À mon avis, les marques de modèles électriques plutôt haut de gamme de type Audi ou Porsche ont du souci à se faire parce que le constructeur coréen fait vraiment un travail extraordinaire en termes de développement de voitures 100% électriques. Alors avant de prendre le volant de cette Ioniq 5 de chez Hyundai, on a fait le tour esthétique et du design de cette voiture. Bon, moi j'ai adoré cette Ioniq 5, que ce soit la signature de ses feux avant, un petit peu en U, et ainsi que les feux arrière aussi, ultra moderne, ses jantes modernes de voiture électrique, et puis sa face avant, plutôt très sympa. D'apparence, on aurait l'impression que c'est une voiture pas très grande, mais avec 4,60 m de long, elle est quand même assez longue, 20 cm de plus qu'un Peugeot 3008. C'est vraiment une berline 5 places. À l'intérieur, on a vraiment l'impression de beaucoup d'espace, que ce soit autant pour les places avant et également aux places arrière, où on peut vraiment installer 3 adultes sans problème. On notera également ce grand coffre derrière qui permet de pouvoir mettre plusieurs valises conséquentes. Et puis la petite subtilité, ce coffre aussi à l'avant qui permet notamment de ranger tous les câbles permettant les recharges de cette voiture, mais aussi on doit pouvoir y rajouter un petit sac de sport. À l'intérieur, on a vraiment un look qui me fait plutôt penser à la Honda E, c'est-à-dire 2 grands écrans assez modernes, une planche de bord blanche. Ces deux grands écrans, eh ben, celui qui est face au volant avec toutes les fonctionnalités de conduite, et puis le grand écran à droite au milieu de la voiture avec toutes les fonctionnalités habituelles d'autoradio, de navigation. J'ai pas beaucoup aimé le volant de cette voiture, même s'il a tous les équipements nécessaires en termes de boutons. C'est sa forme un petit peu moderne et vieillotte qui ne m'a pas beaucoup plu. Également sur cette planche de bord, on retrouve
tous les commodos habituels et ce bouton de sélection des vitesses, en tout cas en mode automatique forcément, mais plutôt assez sympathique avec la sélection de la marche avant et de la marche arrière par une rotation de ce commodo plutôt assez sympa en mode alu. Alors Hyundai a conçu cette Ioniq 5 uniquement en version électrique avec précisément 3 modèles. Le modèle essayé aujourd'hui qui est l'entrée de gamme avec une puissance de 170 chevaux avec 3 modes de conduite, un mode éco, un mode normal et un mode sport. J'ai tendance à dire que ce modèle est déjà bien suffisant pour une berline familiale sympathique. Et puis ensuite, on a 2 modèles un petit peu plus puissants qui développent 218 chevaux en puissance moteur. Et puis ensuite, il a le modèle à 306 chevaux avec 2 moteurs sur les roues avant et les roues arrière. Et d'ailleurs, à ce compte-là, on se retrouve sur une voiture à 4 roues motrices, alors que les 2 premières versions sont des voitures 2 roues motrices. On retrouve, comme sur la Kona, un système déjà bien élaboré qui permet la régénération des batteries avec les palettes au volant, avec 3 possibilités, 3 crans, plus une possibilité nouvelle, c'est-à-dire la régénération automatique, c'est-à-dire que ça permet de rouler avec cette Hyundai Ioniq 5 sans toucher la pédale de frein. Elle est capable de s'arrêter toute seule au feu rouge sans toucher les freins. Alors en ce qui concerne l'autonomie, le premier modèle, le modèle essayé démarre à partir de 384 km d'autonomie et monte jusqu'à 560 km pour la version haut de gamme. Cette Ioniq 5 a aussi une particularité assez unique. Elle bénéficie de cette possibilité de recharge ultra rapide, exactement pareil que la Porsche Taycan ou que l'Audi e-tron GT. C'est-à-dire que l'on a la possibilité en 18 minutes de recharger de 10 à 80% la batterie sur une borne Ionity haut de gamme 350 kW. En termes de tarifs, cette Ioniq 5 est une berline extrêmement bien placée parce que son tarif démarre à partir de 43 000 € sur lesquels il faudra enlever les aides de l'État et monte jusqu'à 58 000 € en version 306 chevaux, 4 roues motrices et la grosse autonomie. Alors en cette année 2021, Kia avec son Evo 6 et Hyundai avec sa cousine sur la même plateforme, la Ioniq 5, tape un grand coup dans les berlines 100% électriques. Que ce soit esthétiquement, parce que cette Ioniq 5 est une berline très agréable à conduire, que ce soit mécaniquement, que ce soit dans son système de régénération de batterie ou que ce soit dans son autonomie en général, le fabricant coréen se place vraiment comme un leader du marché 100% électrique. Sur ces belles images sur le plateau de Champagné, je vous dis à très bientôt pour un nouvel arrêt au stand et un nouvel essai libre. Bye bye. Et merci à Baptiste Bertrand pour ces belles images comme toujours, Yves. Et puis permettez-nous d'accueillir sur notre plateau Willy Quiron-Blondin. Vous êtes le président, alors attendez que je ne me trompe pas, de l'association Sport Mécanique de Saint-Marcellin et co-organisateur du rallye de la Noix de Grenoble où nous nous trouvons. Bienvenue sur Arrêt au stand, Willy. Merci d'être parmi nous. C'est vraiment un honneur de vous accueillir aujourd'hui. Et effectivement, je suis président de Sport Mécanique Saint-Marcellinois, donc l'organisateur technique du rallye de la Noix de Grenoble et du rallye de Saint-Marcellin aussi. Un petit mot sur cette édition 2021. Quelles sont les spécificités de cette année ? Alors, la première spécificité, elle est tout simplement déjà un après-Covid. Donc techniquement, à organiser ce genre de manifestation, c'est pas facile. Donc nous, on n'a pas baissé les bras et concrètement, on a voulu continuer à organiser notre 16e rallye de la Noix de Grenoble. On a trouvé 116 km de chrono sur 3 spéciales. Donc on a gardé des spéciales qu'on connaît bien, Brion-Roibon, qu'on a remis au rallye de la Noix. On a gardé la spéciale un petit peu centrale, Murinet-Roibon. Et puis la spéciale montagne Saint-Bonnet-Saint-Hilaire, qui m'est chère puisque je suis de Saint-Hilaire-du-Rosier. On l'a rallongée aussi, et donc elle fait 14 km 900 et j'ai l'impression que ça plaît à beaucoup de nos pilotes aujourd'hui. C'est une épreuve que tu connais bien, Yves. Moi je la connais bien, hein, mais enfin je connais aussi bien le rallye de Saint-Marcellin, mais l'Alsace Saint-Marcellinoise qui est
On connaît plutôt Saint-Marcelin pour son fromage normalement, mais il y a une équipe de sport mécanique qui est super dynamique avec ses 2 rallyes et aussi organisateur de la manche du Trophée Andros aussi sur l'ASA, à Lens-en-Vercors. Oui, tout à fait. Oui. Il ne faut Oui, pas oublier ça. Et puis, on change un petit peu des routes montagneuses du Trièves, de la Matésine, parce que les épreuves autour de Roibon sont magnifiques. Moi, je le connais parce que je l'ai fait, ce rallye, il y a très longtemps. Mais le secteur de Roibon, les Chambarans, c'est des très très belles routes. C'est des rallyes nationaux, non pas des rallyes régionaux, donc avec quasi 120 km de spécial. Et puis un plateau de dingue encore cette année avec, avec de plus en plus de R5, des Alpine RGT, des Porsche, enfin c'est super. Oui, nous d'engager 122 modernes, faire partir 122 modernes ce matin, on est vraiment ravis. On a vu nos collègues qui ont pu œuvrer les semaines précédentes, on n'est pas du tout sur le même volume de véhicules. Pour nous, c'est que du bénéf et un plateau, comme tu l'as dit, simplement extraordinaire. Vous attendiez un tel plateau aussi relevé ? En fait, le rallye de la Noix, la spécificité aussi que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'on l'a toujours conduit sur une journée. On appelle ça un rallye midi-minuit. Et ça plaît vraiment, en fin de saison, ça plaît beaucoup. Parce que les pilotes, ils arrivent le vendredi soir, vérif administrative, et la course est le samedi soir, tout est plié. Et puis, c'est 120 km de chrono, quoi. Voilà. Alors vous le disiez, parmi les rallyes inscrits en Coupe de France, celui-là c'est l'un des plus prisés des pilotes. C'est parce que c'est pour sa forme justement ou aussi pour le paysage, les spéciales pourquoi? Allez, jetez-vous des fleurs. C'est le paysage bien sûr. Non, puis ce qu'il faut bien se dire, c'est que par rapport à notre rallye de Saint-Marcelin, 2 choses sont différentes, 2 rallyes complètement différents. Le rallye de Saint-Marcelin, c'est un coef 4, c'est un rallye début d'été, un rallye tout de suite au début des vacances comme ça, qui a vraiment fait ses preuves. On en est à plus de 30 éditions, ça, il n'y a vraiment pas de problème. Le rallye de la Noix de Grenoble, ce qu'il faut bien penser maintenant, depuis tout le temps, on passe après la finale de la Coupe de France des rallyes. Ça veut dire que le pilote qui vient aujourd'hui sur le rallye de la Noix, il marque des points pour la finale de la Coupe de France 2022. Donc ceux qui sont encore un petit peu chauds pour la fin de saison, ils sont là. C'est un rallye de fin de saison et c'est pour ça qu'il intéresse beaucoup de monde, mais il pourrait aussi postuler à un championnat supérieur, ce rallye, non? Cette question, on nous la pose souvent. Aujourd'hui, je vous garantis que je vais parler au nom de l'Alsace Saint-Marcelinoise, Fabrice vous en parlera aussi tout à l'heure, mais l'Alsace Saint-Marcelinoise, sport mécanique, on est une association qui est de plus en plus dynamique. Aujourd'hui, c'est 25 bénévoles tout au long de l'année, qui œuvrent pour l'organisation du rallye. On arrive pratiquement à 180 licenciés ces jours-ci. Donc petit à petit, on arrive à prendre de la puissance. Oui, on a des idées pour les années prochaines, voir qu'est-ce qu'on peut organiser de différent pour être encore meilleur. Super, en tout cas merci d'avoir été avec nous dans Arrêt au stand, Willy. Tout de suite, on vous propose justement un résumé du rallye de la Noix de Grenoble édition 2021. Pour son retour sur les routes du pays saint-marcelinois, le rallye de la Noix de Grenoble a voulu faire les choses bien. Pour cette date du début de l'automne, l'organisation a souhaité revenir à des spéciales historiques au pied du versant ouest du Vercors, mais aussi rajouter un peu d'enjeu. Non, des petits changements. On est retourné sur Brion-Roibon, une spéciale qui avait bien plu, qu'on n'a pas fait depuis 4 ans, donc ça fait un petit changement. Et puis on a rallongé Saint-Hilaire-Montagne de 5 km à peu près. Donc ça fait une spéciale de 15 bornes, donc en national c'est pas mal. Des modifications qui ne sont pas pour déplaire aux quelques 125 équipages engagés. C'est du très rapide avec des grandes courbes, avec des gros freins, avec beaucoup de changements de direction. Donc non, c'est sympa, mais ça correspond bien à la région. Et un spectacle qui promet d'être au rendez-vous. Cette année, le plateau est particulièrement relevé avec pas moins de 7 R5, une A8 et l'Alpine RGT de Fabrice Becht, dernier vainqueur de l'épreuve. Le Provençal Mathieu Arzeno, en rodage, s'est lui aussi engagé. Écoutez, on a fait les Noix de Firminy il n'y a pas longtemps, donc je me suis dit encore un rallye des Noix, pourquoi pas, les Noix de Grenoble. Et non, mais en fait, j'ai pour objectif de faire le rallye du Var, c'est pas encore sûr, mais du coup, on essaye de cadencer un peu des rallyes à 2-3 semaines d'écart pour pouvoir être prêt pour le rallye du Var. Donc voilà, ce week-end, c'était les Noix de Grenoble, alors c'est pour ça qu'on est là. Le public aussi était là malgré des conditions climatiques peu favorables pour assister aux plus de 113 km chronométrés.
mètres, gros frein tard après ciel. Pour au poteau béton, un droite de plus. 80 mètres. Un frein au ciel. Pour poteau métal, gauche, droite. Frein au ciel, poteau métal, gauche, droite. 50 mètres à la maison. Droite à fond. Et 100 mètres, un gros frein au bas. Après 2 premiers passages dans les 3 spéciales de l'épreuve, la hiérarchie mécanique s'installe. Mathieu Arzeno s'envole mais ne crie pas victoire. Le local Fabrice Becht est juste derrière, tandis que David Salanon est à l'affût. Ouais, on va commencer à gérer à partir de la prochaine, je pense, prochain tour. Mais bon, faut pas exagérer. Faut rouler quand même. Ça va, ça va. Par contre, devant, ça va vite. C'est dur de garder le bon wagon. Faut gérer la 2e place. Ouais, s'il n'y a plus que ça à faire. Derrière, ça pousse un peu avec David. Ouais, David, il est bien au cul. Il nous a repris 2 secondes dans celle d'avant. Dans celle-là, on va voir. On est toujours en phase de réglage et puis de reprise de confiance, donc écoute, ça va. Le podium est envisageable maintenant. Oui, écoute, très bien, ça va aller. Pas de bousculade dans la dernière boucle, Mathieu Arzeno ne laisse aucune chance à ses concurrents et inscrit son nom au palmarès de la Noix de Grenoble. Fabrice Becht termine 54 secondes derrière et David Salanon complète le podium. Ça y est, c'est déjà le moment de se dire au revoir dans le contexte un peu au milieu des noyers, Yves. Eh ben, merci aux organisateurs du Rallye de la Noix, merci à l'ASA Saint-Marcelinoise de nous avoir accueillis dans ce superbe site de Saint-Marcelin. Et puis merci à toi Yves, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve pour un prochain numéro. Eh ben exactement, à très bientôt pour le prochain numéro d'Arrêt au stand. Et puis attention sur la route. Et salut à tous.